Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'opposition entre guerriers gaulois et légionnaires romains. Nombreux, braves, les Gaulois éprouvent une infériorité tactique face à l'armée professionnelle des Romains, remarquablement disciplinée et bien encadrée. Leurs espoirs résidaient dans la guérilla, mais seulement leur culture s'y oppose. Vous voulez en connaître plus sur l'opposition gaulois-romain? Venez avec moi. Lorsque César entame la conquête, la Gaule n'est pas pour lui terra incognita. Les Romains comme les Grecs connaissent très bien les Gaulois et leur manière de faire la guerre. Ils les ont longtemps décrits, ce qui nous permet d'avoir une idée assez précise. La société gauloise s'appuie sur l'organisation trifonctionnelle typique des peuples indo-européens. Une classe sacerdotale, celle des druides, gère les domaines religieux et influence les lois. Elle partage le gouvernement avec une classe équestre qui mène les opérations militaires. Au sein de chaque tribu, ses membres font partie d'un conseil qui regroupe les grandes familles et les nobles. Enfin, une classe de producteurs, agriculteurs, éleveurs, artisans et commerçants subvient aux besoins de tous. Les nobles donc fournissent le noyau assez resserré des armées gauloises. Ils combattent à cheval avec leurs clients immédiats. Il n'y a en effet pas en Gaule d'armée permanente. Au moment d'entrer en guerre, chaque tribu rassemble ses contingents qui combattront de manière autonome, derrière leur chef au sein d'éventuelles coalitions. En 58, lorsque César prend d'assaut le camp des Helvètes, il y découvre des tablettes de recensement listant tous les hommes capables de porter les armes. Il s'agit bien là du fondement de la tradition militaire gauloise. Chaque chef doit pouvoir indiquer combien d'hommes il peut promettre en cas de mobilisation. Les levées sont constituées de troupes à pied. Il s'agit de soldats non professionnels enrôlés uniquement pour la durée d'une campagne. Quand l'assemblée des chefs décide de l'appel aux armes, la levée est immédiate et générale. Pour les guerriers emmenant leurs servants d'armes et leurs esclaves, rejoindre la troupe est une obligation. Lorsqu'une armée regroupe plusieurs tribus, surtout s'il s'agit de peuples importants, un débat s'ouvre inévitablement pour désigner celle qui prendra le commandement derrière la figure divine de Taranis. Dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre, Taranis est de ce fait assimilé à Jupiter. Représenté sous les traits d'un homme d'âge mûr, il est également une divinité guerrière. Son culte est associé à des sacrifices d'animaux, et notamment après un témoignage rapporté par Strabon. Les caractéristiques des armées gauloises sont la bravoure et le nombre. De fait, les Gaulois se caractérisent à la guerre par leur fureur, selon le terme employé par les Romains. Pour Strabon, le caractère reconnu de toute la race gallique est qu'elle est irritable et folle de guerre. La fureur gauloise n'a pourtant rien de barbare, elle correspond plutôt à une idéologie de dépassement de soi à forte connotation religieuse. Le guerrier gaulois renonce à son individualité, il met son destin personnel entre parenthèses et le lie à celui de son chef, jusqu'à la victoire ou la mort. On retrouve ici une idéologie proche de la dévotion des Romains. Périr au combat assure toujours la gloire. Le sacrifice est toujours préférable au déshonneur de la capture ou pire de l'esclavage. Dans l'art gaulois de la guerre, l'apparition de la civilisation des Oppidum à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ marque une mutation importante. Sous la pression des Romains qui ont conquis la Gaule méridionale et sous celle des Cimbres et des Teutons qui ont ravagé leurs terres, les Gaulois construisent de nombreuses places fortes, dotées du fameux Murus Gallicus, décrit par César et confirmé par l'archéologie. Ces murs gaulois se caractérisent par l'enchevêtrement de poutres, reliées les unes aux autres par des planches ensuite recouvertes de terre, cela sur plusieurs couches. Le parement extérieur de ces murs est constitué de pierres, ne laissant élégamment dépasser que l'extrémité des poutres. Les oppidums sont établis dans des sites soigneusement choisis. Leur surface moyenne dans la Gaule indépendante est de 20 hectares, mais certains oppidums sont immenses, comme ceux d'Avaricum, 100 hectares, ou Bibrac, 200 hectares, et constituent alors des refuges souvent inexpugnables. Désormais, les guerres s'inscrivant dans une plus longue durée, les Gaulois se tournent vers des tactiques plus défensives, où les fortifications deviennent essentielles. Si ces tactiques portent leurs fruits face aux Germains ou aux tribus gauloises ennemies, elles montrent rapidement leurs limites face à César, dont l'armée est équipée et entraînée pour la politique.
Au cours de la guerre des Gaules, seul l'oppidum des Vénètes et celui de Gergovie ne sont pas conquis. Le premier est protégé par l'océan et inaccessible sans maîtrise préalable des mers. La place se rendra donc après la défaite de la flotte suite à l'unique bataille navale de la guerre des Gaules. Le second résiste victorieusement à Jules César, qui doit abandonner le blocus engagé pour parer d'ailleurs au plus pressé. Les autres oppidums, soumis au blocus, assiégés ou attaqués par César, tombent tôt ou tard entre ses mains. À l'inverse, jamais les Gaulois ne prendront un seul camp romain. Les Gaulois possèdent un style vestimentaire très marqué et original. Pour les Grecs et les Romains, peuple méditerranéen, ils impressionnent, voire effraient au premier abord, du fait de leur grande taille, de leur peau claire, de leurs longs cheveux clairs également, de leurs yeux souvent bleus. Il ne s'agit pas ici d'archétypes reconstruits a posteriori, mais bien de constatations, de Strabon ou de Diodore de Sicile, confirmés aussi par César. Ils portent également des pantalons colorés, des braies qui leur sont propres. L'équipement militaire de base est le même pour les fantassins et les cavaliers. Grand bouclier en bois avec une demi-sphère en son centre. Casque de modèle simple de type calotte de métal avec ou non des protège-joues. Les cavaliers coiffés de meilleurs casques portent souvent une veste de cuir ou une cotte de maille. Les chefs arborent aussi des torques, colliers de cou rigides en argent ou en bronze. Pour combattre, les Gaulois sont armés de piques et de lances avec des fers de 30 à 50 centimètres. Leurs épées sont longues et à double tranchant avec une extrémité arrondie. Les guerriers disposent aussi de poignards, alors que frondes et arcs sont plutôt réservés pour la chasse. La civilisation gauloise est une civilisation du métal. Les Celtes n'ont rien à envier aux Romains quant à leur qualité de leurs armes. Au contraire, ce sont même bien souvent les Romains qui imitent leurs casques ou leurs cottes de mailles. Les armes des Gaulois sont à l'aube de la guerre contre César, fabriquées en grand nombre et selon un mode presque pré-industriel. Néanmoins, et malgré leur qualité, des études ont montré que les épées gauloises contenaient jusqu'à 40% de fer doux, relativement ductile, ce qui en ferait finalement des armes moins redoutables que le glaive romain, plus riche en acier, donc plus dur. Les chars de guerre tirés par 2 chevaux et transportant 2 guerriers sont d'un usage archaïque. Ils ne subsistent qu'en Bretagne à l'époque de Jules César. Bien que le noyau, on l'a vu, soit composé d'un petit nombre de nobles, de grandes coalitions gauloises sont capables d'aligner face à Jules César des armées atteignant 100 000 hommes, rangés pour la bataille par tribus et en phalanges compactes. La tactique est très simple. Au son du carnix, la célèbre trompette gauloise, et à grands cris, les guerriers se jettent en avant pour une attaque frontale, dont l'objectif est de faire craquer la ligne ennemie par la puissance du choc. Les cavaliers jouent un rôle d'accompagnement pour couvrir l'attaque de la phalange et mener la poursuite en cas de succès. Les Belges sont une exception à ce schéma général. La cavalerie joue chez eux un rôle quasi inexistant. En revanche, l'infanterie a conservé la valeur ancestrale des combattants de la grande époque quand les Gaulois faisaient trembler Rome. Face aux légionnaires de Jules César, la tactique gauloise se révèle peu efficace pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'attaque gauloise est une arme à un seul coup. Si l'attaque initiale manque à percer la ligne ennemie, la bataille est plus souvent perdue. Ainsi, l'armée de César plie face au choc initial des Helvètes, mais elle ne rompt pas et parvient ensuite aisément à reprendre l'ascendant. La phalange gauloise est également très fragile si l'adversaire gère bien ses réserves. Lors de la bataille de la Sambre, par exemple, 2 légions arrivant en renfort décident du sort de la journée. Pourtant constitués de guerriers solides, courageux et bien équipés, les Gaulois souffrent en outre d'un manque de pratique de la manœuvre. Les troupes coalisées se forment de manière ad hoc sur le champ de bataille, et leurs éléments n'ont pas forcément l'habitude ou l'occasion de combattre ensemble. L'improvisation d'un dispositif sur le terrain est nécessairement inférieure à la pratique des cohortes romaines qui excellent dans l'art de se déployer de manière normée mais flexible. Ce manque d'entraînement au mouvement collectif est particulièrement évident lorsque les choses tournent mal. Les Gaulois vaincus et quasiment incapables de se replier en bon ordre. Les guerriers s'enfuient selon le principe de chacun pour soi, et leurs poursuivants ne manquent pas d'en profiter pour transformer un succès encore marginal en massacre en bonne et due forme. Le dernier travers des armées gauloises tient enfin une logistique défaillante.
Faute d'approvisionnement suffisant, une armée coalisée concentrée loin de ses bases ne tient guère longtemps la campagne. Elle doit donc trop rapidement accepter ou provoquer une bataille rangée, comme c'est le cas pour les Belges lors de la campagne de 57 avant Jésus-Christ, ou pour l'armée de secours gauloise en 52 devant Alésia. Les Gaulois remportent leurs succès les plus probants en renonçant à leur tactique d'infanterie traditionnelle. Ainsi, la cavalerie surclasse généralement celle des Romains, qui n'ont jamais été très à l'aise à cheval, en cas d'engagement direct. Les cavaliers gaulois causent des pertes notables en harcelant avec succès les colonnes isolées des fourrageurs. Jules César doit d'ailleurs pallier ce problème en recrutant de la cavalerie auxiliaire, chez les Gaulois bien sûr, ou chez les Germains, qui sauvent la situation juste avant Alésia. Pareillement, dans la petite guerre conjuguant embuscade, piège et ruse, que l'infanterie gauloise se révèle la plus efficace face aux légionnaires romains, comme le montre la victoire d'Ambroix sur la 14e Légion, guet-apens qui préfigure à moindre échelle la victoire du chef germain Arminius à Teutobourg. La guérilla, cependant, n'est pas toujours utilisée. Elle s'accommode mal de surcroît avec la bravoure exhibitionniste des Gaulois, qui gâche les attaques les mieux préparées. Ainsi, lorsqu'en 52 la cavalerie gauloise tend un piège à l'armée de César, les nobles des tribus qui la composent font serment de traverser 2 fois les rangs romains sous peine d'infamie. En se liant de la sorte à un plan de bataille trop rigide, les cavaliers gaulois scellent déjà leur défaite, que l'intervention des cavaliers germains de César viendra ensuite parachever. Si comme souvent en cas de guerre, la guérilla reste la meilleure tactique à adopter face à une armée professionnelle, elle dénote avec la culture et le système de valeurs gaulois, ce qui explique pourquoi Vercingétorix éprouve tant de difficultés à imposer sa stratégie. Le goût du rentre-dedans tête baissée est certes une qualité, mais il est préférable d'être tombé au préalable dans un tonneau de potions magiques. Goscinny n'avait pas tort de moquer l'indiscipline des Gaulois. Comme on l'a vu, valeureux combattants, les Gaulois sont par leur nature et leur sens du devoir inférieurs aux légionnaires romains, entraînés et disciplinés. Le manque de professionnalisme des tribus gauloises et leur manque d'unité leur seront fatals. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.